bienvenue à cette rencontre de l'ADEUS, qui est la troisième du cycle sur les mutations économiques et les nouvelles solidarités territoriales. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce sujet ? Parce que le monde a changé et continue de muter. Mouvement lent, nous savons les lames de fond, l'évolution des modes de vie, la mobilité au cœur des valeurs, le numérique, l'hyper-individuation, le rapport au collectif, mais aussi les mutations économiques, la baisse de l'emploi industriel, la tertiarisation des industries traditionnelles, l'innovation au croisement des champs disciplinaires ou l'innovation sociale. Donc l'effet de cette mutation, c'est aussi un fonctionnement économique qui induit des interdépendances territoriales qui changent de nature. Laurent Davzy explique très bien comment une usine qui assemble des voitures produit des liens de solidarité économique avec les territoires, par exemple, qui composent les différentes pièces. Je produis une voiture, donc 4 roues. Quand le territoire qui produit les voitures en produit 10% de plus, celui qui produit les roues produit 10% de roues de plus. Et donc, il y a entre le territoire de Mulhouse et l'autre de Saint-Étienne ou du Doubs, de fait, une interdépendance dans la solidité économique de ces territoires. Ils progressent ensemble, ils déclinent ensemble, il y a une solidarité, je vais dire, avec un lien direct. Mais l'évolution de l'économie va vers plus de production tertiaire, de dématérialisation, qui n'est pas sur ce modèle. La dématérialisation de la production entraîne des dépendances d'un autre ordre. Où sont nos nouvelles solidarités ? Comment s'expriment-elles territorialement ? Où peut-on prévoir les nouvelles fractures ? La métropolisation entraîne un fonctionnement des territoires plus polarisé et plus diffus à la fois, selon de nouvelles règles de distribution et de mobilisation, d'intermédiation des richesses. Nous sommes à l'ère des réseaux plutôt que des liens centre-périphérie. Toute métropole a besoin de ses abords et inversement. Contre les analyses récentes de France Stratégie, si les métropoles concentrent les richesses, c'est dans une interdépendance accrue des territoires, métropoles, campagnes urbaines, voisines, et dans notre région Grand Est rurale. Plus que jamais, les nouveaux cadres législatifs donnés par les lois NOTRe et MAPTAM, le pacte État-métropole, favorisent des alliances et même des relations contractuelles, des contrats territoriaux, entre les élus de ces différents territoires pour conforter des apports réciproques, de nouvelles solidarités territoriales, penser au-delà de cette échelle communale ou intercommunale, pour des retombées collectives au service des populations. Donc nous avons exploré avec Magali Talandier, avec la rencontre Construction métropolitaine, un enjeu de complémentarité entre ville et campagne. Elle nous a montré l'excellence de la position économique strasbourgeoise, d'autant plus excellente qu'elle est vue de loin. Quand il s'agit de relations territoriales de proximité, la synergie qui existe sur nos territoires, Eurométropole, Bas-Rhin, Alsace, est nettement moins efficace que celle qui existe autour de Nantes ou de Bordeaux, ce qui pose question et amoindrit nos forces à tous. Nous sommes en train de travailler à l'ADEUS à nommer de quoi sont faites ces interdépendances entre Strasbourg et les territoires environnants pour faciliter leur confortement gagnant-gagnant. Avec Gabriel Colettis, nous avons exploré, dans une deuxième rencontre, l'évolution des systèmes productifs et leur territorialisation. Aujourd'hui, troisième angle de cette évolution des mutations économiques et territoriales, avec les modèles collaboratifs que nous voyons beaucoup émerger, dont nous entendons beaucoup parler, dont nous commençons mieux à comprendre l'esprit. Cependant, il reste beaucoup pour réellement saisir l'ampleur de cette modalité émergente de création de richesses, sa territorialisation, son management, les nouvelles solidarités territoriales qu'elle engendre. Qu'est-ce que l'ubérisation ? En comprendre le modèle, les dérives, faire le tour des autres solutions et être en capacité de choisir, d'identifier peut-être dans la prolifération des idées et des projets
ce qui peut faire sens, ce qui peut faire économie, ce qui peut faire territoire et ce qui peut faire société. Vous reconnaîtrez donc une formule. Et de plus, les modèles économiques, je veux dire les modalités financières de leur viabilité. Je peux rêver par exemple que l'ADEUS soit bâti sur un modèle collaboratif ouvert. Ça convient tout à fait, on va dire, à ses fonctions de mise en lien et d'outils collectifs vis-à-vis de l'ensemble de ses membres. Mais qui paye les salariés ? Est-ce qu'il s'agit alors d'une précarisation, de levée de fonds, d'argent public ? S'agit-il de nouveaux modèles économiques que je ne comprends pas ? Je suis sincèrement pas du tout au clair avec ces nouveaux business plans ou modèles financiers anciens et leur transformation. Et tous les processus de mutation qui nous font passer de l'un à l'autre. Quels sont-ils ? Bien entendu, ce sont des questions vraiment complexes. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous avons invité Samuel Roumeau, que je salue. Il est passé par Sciences Po Bordeaux et l'École des Mines de Paris. Figure de la communauté WeShare Bordeaux. Vous intervenez lors de nombreuses conférences sur l'économie collaborative. Vous êtes désormais responsable du projet Sharitories d'animation des territoires et rédacteur en chef du blog de la consommation collaborative. Et donc, Samuel Roumeau, je vous confie la difficile tâche de bien vouloir nous donner quelques éléments d'explication et vous remercie d'avoir accepté notre invitation. À vous la parole. Les 45 minutes ou les même pas 45 minutes qui vont suivre, car j'essaierai de condenser mon propos pour qu'on puisse laisser place à un dialogue entre nous tous, ne sont ni un plaidoyer, encore moins un pamphlet, vous vous en doutez, pour l'économie ou contre l'économie collaborative en lien avec les territoires. Ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une analyse assez fine des nouveaux modèles économiques, collaboratifs, ouverts, qui émergent sur les territoires et voir en quoi est-ce que ça transforme notre société. J'espère que ceci vous sera utile à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, puisque vous allez le voir, ça transforme un certain nombre de secteurs de notre vie quotidienne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous dire un petit mot sur WeShare. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de WeShare ? Pas énormément, ça vaut peut-être le coup que je détaille un petit peu. Alors WeShare, c'est une organisation un petit peu particulière, en ce que son statut juridique est une association d'intérêt général qui a été créée il y a 5 ans, mais qui n'a aucun salarié. WeShare, c'est un collectif d'indépendants qui essaie d'analyser et d'accompagner les transformations collaboratives et numériques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Le véritable cœur de métier de WeShare, c'est d'arriver à connecter des écosystèmes, des individus, des organisations qui ne se parlent pas ou qui se parlent peu habituellement et qui pourtant auraient tout intérêt à se parler. Alors le premier type d'écosystème qui est le nôtre, c'est celui des communautés innovantes, des startups, des collectifs citoyens. On baigne dedans et c'est pour nous pas très compliqué d'arriver à mobiliser ce premier pan de la société. Le deuxième, avec lequel on est finalement assez à l'aise, puisque dès le départ, on a beaucoup travaillé avec ce type d'acteurs, c'est celui des grands groupes. Les grands groupes, on a passé en revue peut-être tous les acteurs du CAC 40, on connaît assez bien comment ils fonctionnent et je pense qu'eux perçoivent aussi l'intérêt de travailler avec nous. Le troisième acteur, qui finalement est plus compliqué à toucher pour nous, mais que petit à petit on arrive à embarquer, avec lesquels on arrive à mener des projets, c'est l'acteur public. Ce sont les collectivités, ce sont les élus, que ce soit des élus locaux, des élus à l'échelon national. Et aujourd'hui, il nous paraît extrêmement important de nous focaliser sur cette dimension territoriale, sur les villes, mais aussi donc sur les villes au sens de métropole, mais aussi et surtout sur les villes moyennes, qui sont peut-être celles qui souffrent le plus en ce qu'elles sont à la traîne au regard des transformations numériques, des transformations collaboratives, et également des espaces ruraux, même si par nature on est moins présent dans ces espaces-là, sachant que WeShare est une communauté
assez organique qui aujourd'hui compte 80 personnes qui travaillent à temps plein au sein de l'organisation et qui sont réparties de la manière suivante: 15 à 20 sur Paris, une dizaine sur Barcelone, une dizaine sur Rio, une dizaine à Montréal, et des personnes qui se retrouvent un petit peu toutes seules, un petit peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, etc. Voilà pour WeShare. Aujourd'hui, on travaille sur 3 grands types de sujets. Le premier, ce sont les modèles de gouvernance. On essaie d'explorer en fait ce qui se fait en matière de gouvernance, que ce soit du côté de l'ESS, que ce soit de l'économie collaborative, et on essaie de voir en quoi est-ce que ces modèles-là peuvent converger. On travaille sur un deuxième pilier qui nous tient à cœur, qui est celui du futur du travail. Comment est-ce que les gens travaillent aujourd'hui? Quelles sont leurs aspirations? De quoi est-ce qu'ils ne veulent plus? Ou de quoi est-ce qu'ils n'ont jamais voulu d'ailleurs? Ça nous tient à cœur aussi parce qu'on est en plein cœur du sujet et qu'on le vit au quotidien. Et le troisième sujet, et ce sera le sujet du jour, c'est bien entendu les territoires, les villes, et comment est-ce que tous ces modèles collaboratifs qui sont en train d'émerger ont une incidence réelle sur la vie des gens. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Ça peut paraître très terre à terre, mais finalement, je me dis que dans toutes ces plateformes, tous ces modèles, plus ou moins ouverts, plus ou moins collaboratifs, comment est-ce que ces modèles-là ont une incidence sur le développement économique, sur les interactions sociales, y compris sur notre empreinte environnementale, et comment, à terme, une personne lambda verra sa vie transformée, et de manière vertueuse, transformée en bien, par tous ces modèles-là. Et c'est ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Très rapidement, pour vous donner un petit peu une idée du type de projet qu'on peut mener. Le premier projet qu'on a porté, qui a commencé en juin 2016, celui qui est ici tout à gauche, c'est un projet qu'on a mené avec SNCF. L'idée est la suivante: faire des gares, non plus des lieux de passage, mais des lieux de vie. Comment? En mettant au sein de ces gares tout un tas de projets, que ce soit des startups, que ce soit des projets associatifs, avec une dimension collaborative. Et donc là-dedans, on retrouve des crèches coopératives, on retrouve des conciergeries de quartier, on retrouve des réseaux de restauration, on retrouve tout un tas de services qui finissent par refaire des gares, des noyaux incontournables sur les territoires. On a pour l'instant fait un pilote sur 20 gares en Île-de-France et on est en train d'accompagner la mise en œuvre de ces projets-là au sein des gares avec les équipes SNCF. Donc c'est un premier projet qu'on a porté. Le deuxième, juste à côté, c'est un projet d'étude où en fait on essaie dans un premier temps de faire un panorama de tout ce qui se fait en termes de villes et territoires collaboratifs, avec toute la dimension de marketing territorial que cela implique. Et surtout, et encore plus intéressant, on essaie de proposer une feuille de route pour les acteurs territoriaux afin qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour à la fois comprendre ce qui est en train de se tramer, mais aussi accompagner la mise en œuvre de projets collaboratifs au service des citoyens sur les territoires. Et enfin, donc il y a une image qui a sauté, c'est pas très grave. L'image qui a sauté, c'est celle du WeShare Fest. WeShare Fest qui est notre événement phare en fait, et qui est depuis 5 ans la grand-messe de l'économie collaborative, où en fait on arrive à réunir des personnes du monde entier, des États-Unis, d'Inde, de Nouvelle-Zélande, et bien sûr en grande partie d'Europe, qui viennent débattre, qui viennent dialoguer dans un espace où justement on les met en position de friction, en position de débat, pour faire avancer l'état des savoirs sur nos sujets. Et le dernier projet, c'est un projet un peu plus récent qui va s'étaler sur 3 ans, qu'on porte avec Lille Métropole, où en fait on essaie de les accompagner au travers d'un gros événement annuel, mais aussi au travers de toute une phase d'acculturation sur la façon dont l'acteur public peut se positionner au regard de l'émergence de l'économie collaborative et des transformations numériques. Donc voilà un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire avec WeShare. C'est à la fois en termes de réflexion intellectuelle, mais aussi en termes de projets plus pragmatiques, plus terre à terre. Petit rappel, parce que je pense que dans la salle, un certain nombre d'entre vous touchent déjà un petit peu du doigt ce qu'est l'économie collaborative ou ce qu'on entend par ce concept. La vérité, c'est qu'en fait, c'est un concept extrêmement hétérogène. Au sein de l'économie collaborative, on a tout un panel d'activités, de pratiques, de projets qui finalement n'ont plus grand-chose en commun. À une extrémité, vous allez avoir le jardin partagé, dont le but est finalement de recréer du lien social, parfois entre générations, avec tous
les aspects positifs que ça peut entraîner, et de l'autre, vous allez avoir, si je devais prendre l'extrême inverse, Uber, une plateforme, ce qui est finalement souvent inclus dans l'économie collaborative, mais ce que moi je considère à titre personnel comme une plateforme qui capte la valeur travail d'un certain nombre de personnes pour finalement poursuivre des buts qui ne sont pas bien différents de la plupart des modèles capitalistiques qu'on peut connaître par ailleurs. Je n'ai absolument rien contre ces modèles-là, mais en revanche, on ne peut pas vraiment considérer que ce soit de l'économie collaborative au sens le plus vertueux du terme. Mais au sein de ces deux extrêmes, on a tout un rayon de pratiques, de projets qui vont des modèles les plus ouverts vers les modèles les plus capitalistiques et qui touchent certaines verticales telles que la consommation, l'éducation, la production, le financement ou les modes de gouvernance. Donc mon propos ici, c'est juste de souligner que ce qu'on entend par économie collaborative aujourd'hui, c'est un corps extrêmement divers, extrêmement varié, extrêmement hétérogène et qui n'a qu'un certain nombre de dénominateurs communs que sont l'essor du numérique, que sont un contexte malgré tout de crise, alors on appelle ça crise ou on appelle ça mutation économique, en tout cas les années 2007-2008 qu'on a pu connaître, et que sont la volonté, et ça je pense que c'est ce qui va permettre à l'économie collaborative, ou en tout cas à certains de ces modèles, de se maintenir dans le temps, c'est une recherche de sens. Une recherche de sens, une recherche d'un récit collectif qui ne soit pas anxiogène, comme ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui dans la majorité des cas, mais d'un récit collectif qui nous fasse rêver, qui nous embarque vers quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Et c'est ça qui sous-tend, à mon sens, l'émergence de ces modèles collaboratifs, de ces modèles coopératifs. Très rapidement, en ce qui concerne les territoires, on distingue, c'est une tentative de typologie qu'on a essayé de dresser, 3 grands types de modèles collaboratifs. On a les villes en partage, ce qu'on appelle les sharing cities, où en fait l'idée est d'arriver à systématiser des systèmes d'échange, de partage des ressources au niveau local. Les modèles les plus connus étant Séoul, Amsterdam, Milan, avec la critique qu'on peut adresser ici d'une forte dimension communication finalement territoriale, ou sur un territoire comme Amsterdam, moi je reste assez critique, puisqu'on n'arrive pas tellement à sentir le caractère tangible des actions qui sont menées, là où, en revanche, une ville comme Milan a réussi à mettre en place un budget participatif, des mécanismes de financement collectif, des lieux hybrides qui permettent de travailler de manière transverse. Bref, toute une réalité en fait sur le territoire qui traduit une véritable transition. Le deuxième modèle, c'est celui de la Fab City, donc concrètement la ville où l'on fabrique, la ville productive, le modèle le plus connu étant celui de Barcelone, avec cette idée sous-jacente de relocaliser la production, de relocaliser les ressources. Donc par production, on entend aussi bien la production de biens que la production d'énergie, la production d'alimentation, avec des objectifs en ce qui concerne Barcelone qui sont assez élevés, puisqu'ils veulent tendre vers une autosuffisance à échéance 2030, et l'idée c'est d'arriver à minima à avoir 50% de la production de tout ce que je viens de citer qui est produite au niveau local. Comment ? Grâce à un maillage de lieux qu'on appelle des Fab Labs, des lieux de production où en fait on vous met à disposition un certain nombre de machines qui seraient trop coûteuses ou trop encombrantes à avoir chez vous. Et l'intérêt d'aller dans ces lieux, c'est pas seulement d'avoir accès à des machines, mais c'est d'avoir accès à tout un réseau de savoir, de savoir-faire et de personnes qui vous entourent pour mener à bien vos projets. Le modèle derrière ça, c'est d'arriver à passer d'un modèle de PITO, ce qu'on dit en anglais Product In, Trash Out, donc c'est-à-dire que vous importez des produits de Chine d'ailleurs et vous rejetez des déchets, à un modèle DIDO, Data In, Data Out, où vous importez de la donnée et vous rejetez de la donnée. Puisque ce qui anime les gens qui travaillent dans ces Fab Labs, c'est aussi de produire en open source, c'est-à-dire que vous sortez complètement du modèle de brevet, vous ne protégez pas ce que vous produisez, mais bien au contraire, vous expliquez comment vous le produisez afin que d'autres ailleurs dans le monde puissent le faire aussi. Et le troisième modèle, c'est celui de la ville en commun,
qui met l'accent sur la participation citoyenne et sur la démocratie locale et qui essaie de repenser la façon dont fonctionnent les politiques publiques avec une interaction beaucoup plus marquée entre les citoyens et la puissance publique. Vous l'aurez compris, chez WeShare, ce qui nous anime, c'est d'explorer des possibles, c'est de favoriser le dialogue, et on se reconnaît assez bien dans cette citation de Richard Feynman qui explique qu'il préfère les questions sans réponse que les réponses sans questions. Et nous, on est un peu aussi dans cette démarche-là, à savoir qu'on essaie d'ouvrir des brèches sans pour autant avoir des réponses toutes faites, même si, vous allez le voir, on a quand même quelques intuitions qui se confirment sur les territoires. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette photo. Cette photo, elle est issue de la conférence de Bandung. Et en fait, je l'ai prise parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a une vision extrêmement manichéenne, extrêmement binaire de l'essor du numérique et des modèles collaboratifs. On est souvent soit sur un optimisme un petit peu béat face à toutes ces applications qui nous permettent de répondre à un problème donné. Et donc ça, c'est le discours très Silicon Valley, très américain, où on nous explique que finalement, chaque moindre application ou chaque progrès technologique répondra à un problème donné. De l'autre, à l'extrême inverse, on a tous les partisans d'un modèle social qui est un petit peu en train de se fissurer et qui ont extrêmement peur de l'arrivée des innovations numériques. Et c'est un petit peu le retour du ludisme, vous savez, ces ouvriers qui à l'époque cassaient les machines parce qu'ils avaient la sensation qu'elles allaient les remplacer. Eh bien aujourd'hui, on a un petit peu ce discours-là aussi sur le numérique, et c'est une espèce de ludisme du numérique qui est en train de voir le jour. Nous, chez WeShare, on croit beaucoup à un numérique et des outils qui se mettraient au service du progrès social. Et vous allez le voir, c'est un principe qui guide toutes nos actions, et c'est un principe qui guide aussi les projets qu'on a envie de mettre en avant. Sur la question territoriale, c'est pareil. On a d'un côté un discours, et là c'est les thèses de personnes comme Benjamin Barber qui a écrit le bouquin « Et si les maires gouvernaient le monde », des villes-mondes en réseau, des métropoles qui finalement prennent peu à peu le pas sur les États-nations, de métropoles qui s'organisent entre elles en réseau et qui tirent tout le reste vers le haut. Avec de l'autre, et là je vous conseille de lire un bouquin qui est assez intéressant d'Olivier Rasmont, « Comment la France a tué ses villes », qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps, avec tout un ensemble de villes de 15 à 100 000 habitants, grosso modo, de villes moyennes, dont les centres sont complètement dévitalisés. Là encore, on pense chez WeShare qu'il y a la possibilité d'arriver à faire en sorte, et c'est un peu le sens de l'intervention de Anne tout à l'heure, de faire en sorte que ces métropoles travaillent avec les villes moyennes et puissent proposer un élan collectif grâce au numérique. Et enfin, sur la question du travail, on a aussi une vision extrêmement binaire avec un modèle mutualiste dont nous, on s'inspire beaucoup, d'ailleurs, puisque la Maïf, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais notre principal partenaire, et on travaille main dans la main avec eux sur notre façon d'envisager la société et d'envisager tous nos projets. D'un côté, un modèle mutualiste, avec de l'autre, l'extrême inverse qui serait celui de la captation de la valeur travail. Et là, je vous ai mis une photo des manifestations qu'on a pu connaître il y a quelques temps, avec la révolte ou l'aigreur face à l'émergence des chauffeurs Uber. Et là encore, il nous semble qu'il y a une troisième voie qui est possible, une vision beaucoup plus progressiste du travail à l'heure d'une hausse assez substantielle des indépendants, des slashers, c'est-à-dire des gens qui exercent plusieurs métiers différents. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on essaie d'avoir une vision assez progressiste, à mi-chemin, et qui accepte aussi la complexité. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on refuse pour des... disons qu'on a tendance toujours à aller vers des simplifications parce que c'est aussi plus facile, parce que c'est moins contraignant. Or aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est complexe, et nous, on a envie d'accepter cette complexité et de la discuter avec les gens avec lesquels on travaille. Alors là, je vous ai mis une deuxième citation que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps et qui m'anime un peu dans la façon dont je vois les choses chez WeShare. C'est Saint-Exupéry qui nous raconte que si tu veux construire un bateau, ce n'est pas la peine de rassembler tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer dans les moindres détails ce qu'ils doivent faire. Mais si tu veux construire un bateau, il faut faire naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Et je pense qu'aujourd'hui,
On est véritablement à ce point de jonction dans notre réflexion sur les villes et les territoires où on a besoin d'un imaginaire collectif, on a besoin de recréer un discours qui ne soit pas anxiogène pour faire naître dans le cœur des gens ce désir de reconstruire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire et dont je sens le côté assez tangible lorsque je me balade un petit peu partout sur les territoires. Je vous ai fait une sélection qui n'est pas du tout exhaustive de 5 signaux faibles qu'on a pu observer ces derniers mois, ces dernières années, voire même ces dernières semaines, sur les territoires et qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Premier signal faible, l'évolution d'un modèle de contribuable vers un modèle de contributeur. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là le fait que finalement, l'impôt, et ça, c'est pas une énorme nouvelle, est de plus en plus remis en cause de par son opacité, de par le fait que les gens n'ont que très peu le choix au travers de leur contribution de savoir vers quel projet leur argent va être alloué. Et il y a en parallèle une volonté de s'impliquer beaucoup plus sur les projets à l'échelle locale. Et donc je vous ai mis 2 exemples. Le premier étant tout ce qui tourne autour des budgets participatifs, c'est-à-dire que la puissance publique, en l'occurrence la collectivité, ne décide plus seule de l'investissement sur tel type ou tel autre type de projet, mais qu'elle fait appel aux citoyens pour pouvoir participer à cette prise de décision. Aujourd'hui, dans une ville comme Paris, ça reste extrêmement marginal, vous allez me dire. C'est 5% du budget d'investissement. Néanmoins, 5% du budget d'investissement sur une ville comme Paris, c'est 400 millions d'euros. Alors moi, je pense qu'il faut commencer quelque part, et je pense que ces 400 millions d'euros sont déjà un premier pas et une première preuve de concept que les individus sont capables également d'avoir leur mot à dire sur la façon dont on investit l'argent public dans une ville donnée. Le deuxième type d'exemple, c'est ce qu'on appelle en anglais le civic crowdfunding, le financement participatif de développement des territoires. Et je vous ai mis le cas d'une plateforme qui s'appelle Bulb in Town et qui propose de soutenir des projets, soit sur un modèle de don avec contrepartie, c'est-à-dire que vous allez donner généralement une petite somme, 10, 20, 30 euros, et en retour vous allez avoir une contrepartie généralement assez symbolique, soit d'investir comme vous pourriez investir dans une entreprise classique sur un modèle qu'on appelle de l'equity, pour pouvoir contribuer au développement de projets locaux. Je vous prends un exemple extrêmement concret. Dans le Pays Basque, il y a de ça maintenant 2 ou 3 ans, une coopérative de fromage de brebis était sur le point de faire faillite. Cette coopérative a fait appel à cette plateforme pour essayer de lever des fonds nécessaires pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à lever suffisamment de fonds, non seulement pour sortir la tête de l'eau, mais c'est que cette coopérative a depuis créé une 30aine d'emplois suite à la mobilisation des riverains, suite à la mobilisation du boulanger du coin, du boucher du coin, qui eux-mêmes avaient un intérêt à ce que finalement cette coopérative continue à voir le jour. Une mobilisation de personnes qui avaient un attachement affectif avec le village en question où était située la coopérative. Et j'en parle parce que c'est le cas de mes parents qui ont décidé de donner à ce projet alors qu'ils habitent à Bordeaux, mais parce qu'ils ont, à plusieurs reprises quand ils étaient plus jeunes, passé du temps dans ce village-là. Et en fait, on s'aperçoit que les gens manifestent cette envie de contribuer de manière financière, mais aussi derrière de manière beaucoup plus active à des projets de développement local. Alors derrière, ça pose un certain nombre de questions. Quid de l'effacement potentiel de la collectivité au profit des citoyens ? Si demain on dit que ce sont les citoyens qui ont la main sur le financement de projets, et s'il y a un désengagement total de l'État, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une certaine forme d'équité, certains mécanismes de solidarité ? Ça pose quand même un certain nombre de questions et c'est un peu les travers qu'on a pu constater avec le modèle de Big Society de Cameron en Grande-Bretagne, où finalement on a un désengagement assez prononcé de l'État. Est-ce que
c'est un modèle dont on a envie en France? Moi, j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on constate une explosion de ce type de financement, qu'on appelle le financement participatif, sur les territoires, et que ça vient quelque part challenger notre perception et notre mode de financement des territoires. Second signal faible, ce que j'appelle la création de lieux d'intérêt citoyen. Ce qui est intéressant dans ces lieux-là, et je vais aborder un peu plus en détail les deux exemples, c'est que les citoyens n'attendent plus que des grands groupes ou que les collectivités mettent de l'argent, mettent du temps dans la création de projets, mais se débrouillent eux-mêmes pour mettre à jour un certain nombre de projets. Vous avez là deux exemples, le premier étant un bar dans le 12e arrondissement de Paris. L'histoire est assez sympathique d'ailleurs, c'est 4 copains qui faisaient le constat qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de lieux, en l'occurrence des bars, où on peut véritablement rencontrer des gens, rire avec eux autour d'un verre, faire des diverses activités, et que c'était finalement un petit peu triste. Et donc ils se sont dit, on va essayer de monter un bar. Ils ont fait le tour d'un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas tellement cru en leur projet, et ils se sont dit, on va essayer de fonctionner autrement. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel, là encore une fois, à un certain nombre de personnes, et moi le premier, qui étaient intéressés pour mettre de l'argent dans le projet, et donc devenir copatron de ce bar-là. Alors ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en plus, quand vous êtes copatron, vous avez le droit d'être patron du bar un soir dans l'année. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Qui n'a jamais rêvé d'être patron de bar au moins une fois dans sa vie? Ça, c'est pour l'anecdote. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle économique arrive à fonctionner avec ces 175 personnes qui ont mis entre 100 et 1500 euros, et que derrière, ça a rassuré des investisseurs plus traditionnels qui ont eux aussi mis au pot et qui ont permis la mise en œuvre de ce projet-là qui a ouvert il y a quelques mois à Paris. Le deuxième exemple est aussi extrêmement intéressant, c'est la Louve, supermarché coopératif à Paris, qui fonctionne sur le modèle suivant, à savoir que chaque coopérateur doit s'acquitter d'un droit d'entrée qui est de 100 euros pour les personnes qui ont les moyens, 10 euros pour les personnes qui ont moins les moyens, afin de n'exclure personne de ce processus-là. Derrière, chaque mois, vous donnez 2h45 de votre temps pour faire de la mise en rayon, pour faire de la caisse, pour faire le ménage, bref, pour vous occuper de toutes les activités d'un supermarché classique. Et en retour, vous avez accès à tout un tas de produits qui sont locaux, qui sont de saison, et qui sont surtout beaucoup moins chers que ceux qu'on trouve dans la grande distribution. Pourquoi? Parce que vous avez une force de travail qui est proposée par les coopérateurs, donc les gens qui donnent 2h45 par mois de leur temps. Cette force de travail est complétée par un certain nombre de salariés qui travaillent, eux, à temps plein et qui, dans une démarche d'ailleurs d'insertion socio-professionnelle. Et derrière, vous avez l'annulation de tous les budgets marketing, publicité, puisque ce n'est absolument pas l'objet de ce genre d'endroit, qui finalement arrive à attirer un nombre de personnes suffisant sans avoir à investir de l'argent en publicité, en communication, ce qui bien entendu se répercute sur le prix du produit final. Ceci est inspiré d'un modèle qui fonctionne depuis 1973 à New York. Et il y a d'ailleurs récemment eu un reportage, où il y a d'ailleurs à l'affiche en ce moment un reportage qui s'appelle Food Cop, que je vous invite à aller voir et qui explique en détail le fonctionnement de ce modèle-là. Aujourd'hui, ils sont plus de 16 000 personnes dans un quartier de Brooklyn à participer à ce type de projet. On a d'ailleurs un essaimage en France un petit peu partout, une dizaine de modèles sur le modèle de la Louve qui sont en train de voir le jour. Comme quoi ce modèle n'est pas complètement marginal et à mon avis de beaux jours devant lui. Troisième signal faible qu'on pressent chez WeShare, c'est le développement de réseaux de voisinage, que ce soit en ligne ou que ce soit dans la vie réelle, en physique. Ce qui est intéressant au travers de ces réseaux, c'est que ça parvient à recréer de la proximité et que ça a donc une influence sur la façon de se déplacer, la façon de consommer, la façon d'habiter la ville,
en ce que ça recrée un maillage assez précis de lieux où vous pouvez trouver des services, où vous pouvez trouver des biens à échanger, à partager. Par exemple, Lulu dans ma rue est une initiative qui a été portée par Charles-Édouard Vincent, qui est l'ancien fondateur d'Emmaüs Défi, avec l'idée de se dire on va reprendre d'anciens kiosques à journaux qui ferment et on va en faire des conciergeries de quartier. Donc dans ces lieux-là, vous pouvez trouver des personnes qui vont vous repeindre vos volets, qui vont vous garder votre chien, qui vont aller chercher des médicaments à la pharmacie. Et ces personnes-là, l'idée c'est que ce soit d'anciens SDF, d'anciennes personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant un certain nombre d'années, afin de pouvoir les remettre le pied à l'étrier. Et ce qui est finalement gagnant-gagnant, parce que vous avez accès à un certain nombre de services, et certaines personnes trouvent de l'emploi au travers de ces mini-conciergeries de quartier. Les deux autres exemples que j'ai cités, celui du bas, c'est un exemple qui m'amuse pas mal, qui nous vient de Suisse, qui s'appelle Pumpi Pumpe, pompe à vélo en suisse allemand, s'il y en a qui parlent suisse allemand, où en fait l'idée est extrêmement simple, et là on n'est pas sur la super plateforme numérique qui a nécessité des heures de développement web. L'initiative, elle repose sur des petits autocollants que vous collez sur votre porte et qui veulent en fait dire que vous êtes prêt à partager les outils ou les objets qui sont dessinés sur ces autocollants. Et donc sur votre boîte aux lettres ou sur votre porte, vous allez avoir un petit sticker grille-pain, j'en sais rien, c'est un peu bizarre de partager son grille-pain, mais un petit autocollant appareil à raclette, un petit autocollant perceuse, et finalement vos voisins, lorsqu'ils voient cet autocollant, ils savent qu'ils peuvent venir frapper à votre porte et emprunter cet objet-là. Alors ça, c'est bien entendu anecdotique, dans le fait que ces mécanismes arrivent à recréer un lien social et à sortir d'une activité économique de manière assez substantielle, et finalement, ces ensembles de réseaux de voisinage commencent à assez bien fonctionner sur les territoires. Là, j'ai mis quelques exemples, mais il y en a tout un tas. Et le troisième modèle dont je voulais vous parler, avec aujourd'hui un phénomène assez sensible autour des migrations et des migrants, on a une initiative qui me semble, moi, extrêmement vertueuse, qui proposait d'accueillir chez soi des réfugiés, que ce soit pour leur faire passer la nuit ou que ce soit pour les inviter à dîner. Et donc là encore, on est vraiment sur cette logique de recréer du lien, de s'entraider, de partager, d'échanger à l'échelle locale. Signal faible numéro 4, la recherche de ce que j'appelle une mobilité résiliente. Ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui, c'est que peu d'observateurs ou peu d'experts nous expliquent que les véhicules autonomes sont finalement prévus pour arriver, et ce de manière massive, non pas dans 50 ou dans 100 ans, mais finalement plutôt dans 5 ou 10 ans, où les principaux experts s'accordent à dire qu'environ 50% de la flotte des véhicules qui roulent aujourd'hui seront demain composés de véhicules autonomes. Tout l'enjeu qu'il y a derrière ces modèles-là, c'est de savoir si le lobby des constructeurs va réussir à demain nous faire passer d'un modèle où on a notre voiture individuelle qu'on conduit à chacun posséder finalement son véhicule autonome. Ou si on arrive à passer à un modèle de véhicule autonome électrique et surtout partagé, ce qui nous permettrait de réduire de manière drastique le nombre de véhicules présents sur la route, et derrière de pouvoir utiliser cet espace dégagé pour faire tout un tas d'autres choses que garer sa voiture ou rouler sur la route. Et donc ça, c'est vraiment l'étape qui vient après ce que vous connaissez vraisemblablement aujourd'hui, à savoir les modèles de covoiturage type Blablacar, même si aujourd'hui il y a quand même une difficulté à passer sur un modèle de covoiturage domicile-travail. On n'a pas encore réussi à trouver le moyen le plus optimal de faire en sorte que des gens sur des très courtes distances arrivent à partager de manière efficiente un trajet. C'est la suite logique de toutes les flottes de vélos partagés, de véhicules partagés, également de plateformes type Drivey qui vous permettent de mettre à disposition votre véhicule
lorsque vous ne l'utilisez pas, avec aujourd'hui des modèles qui se font sans échange de clés, c'est-à-dire que vous avez un boîtier dans votre véhicule, vous pouvez juste badger et utiliser la voiture de la personne. Et donc moi, à mon sens, le véritable enjeu, c'est la dimension politique du véhicule autonome et comment est-ce qu'on va réussir, et donc là je pense qu'il faut que des lobbies émergent face aux constructeurs automobiles, à faire en sorte que finalement on ait un minimum de voitures avec une utilisation optimale grâce au partage. Et tout à l'heure je disais que ça permettait de faire tout un tas d'autres choses autres que rouler et que garer sa voiture, et c'est justement une expérimentation qui a été proposée sur Barcelone, qui s'appelle Superblock, où en fait, donc je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller à Barcelone, qui est une ville assez fantastique, qui est organisée de manière quadrillée, c'est-à-dire que vous avez des rues parallèles et d'autres rues qui sont perpendiculaires, ce qui forme des blocs. Et ce projet-là a prévu de bloquer 9 blocs, et au sein de ces 9 blocs, la circulation, alors n'est pas interdite, mais est limitée à 10 km/h. Ce qui a un effet extrêmement désincitatif pour les voitures qui finalement finissent par passer ailleurs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est la façon dont les gens se réapproprient cet espace en y mettant des jardins partagés, en y faisant jouer leurs enfants, en faisant tout un tas d'activités, encore une fois, autres que la circulation des voitures. Ce type de projet a suscité un tollé sur Barcelone, aussi parce que les gens ne sont pour l'instant pas prêts à abandonner leur voiture, aussi également parce que le modèle n'avait pas été suffisamment pensé dans le plan de mobilité à l'échelle de la ville. Donc ça suscite tout un tas d'interrogations, mais néanmoins, je trouve que c'est un mouvement intéressant vers moins de voitures et plus de réappropriation collective de l'espace. Et enfin, dernier signal faible, et donc le numéro 5, pas 4 comme j'ai marqué, c'est finalement ce qui a trait aux nouvelles formes de travail, avec tout un enjeu qui consiste à recréer une sorte de contrat social à l'heure où de plus en plus de gens travaillent en tant que freelance, de plus en plus de gens ont différentes activités dans leur vie, mais surtout dans leur journée, y compris dans leur journée. Donc là, je vous ai mis une photo d'un exemple un peu extrême qui m'avait fait beaucoup rire, où on a une personne qui est clown à mi-temps et vigneron le reste de son temps. Donc là, on est vraiment sur un modèle de slasher qui est assez extrême, mais nous, les premiers au sein de WeShare, une partie de la journée, on va faire de l'événementiel, l'autre partie de la journée, on va faire des interventions face à des étudiants, encore une autre partie de la journée, on va gratter du papier pour rédiger une étude. Donc on est vraiment sur ce modèle d'avoir différents métiers. Et en fait, moi j'aime bien rappeler que finalement, mon grand-père a eu le même métier pendant 70 ans. Mon père a eu 7 métiers différents dans sa vie, et moi j'ai finalement un peu 7 métiers différents par jour. Et ça, c'est assez symptomatique des nouvelles générations et de leur rapport au travail, toujours dans cette logique de recherche de sens et d'épanouissement, avec toutes les limites que cela comporte pour les gens qui n'ont pas acquis les capacités, on en discutait tout à l'heure avec Anne, les capacités de justement s'épanouir et se développer par eux-mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui se développe un certain nombre de mécanismes de protection sociale qui viennent pallier l'absence de protection pour ce type de population. Je voulais vous parler d'un exemple qui s'appelle WeMind et qui est en fait une mutuelle d'indépendants qui garantit un certain nombre de choses, notamment des choses toutes bêtes, type l'accès au logement. En fait, en s'inscrivant sur WeMind, vous permettez à des indépendants d'avoir accès au logement plus facilement. Pourquoi ? Parce que cette communauté se porte garante aux yeux du propriétaire que le loyer sera bien payé. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation à Strasbourg, mais en tout cas à Paris, si vous êtes 2 personnes en couple ou amies indépendantes, vous devez chercher très longtemps avant de trouver un appartement. Ça, c'est une solution parmi tant d'autres qui vous permet de vous faciliter la vie à ce niveau-là. Idem pour l'assurance chômage, où on a des personnes qui s'associent pour justement se couvrir les uns les autres en cas de période plus ou moins longue de chômage, avec toutes les questions que ça pose derrière. Est-ce que
on garantit à la personne 2/3 de son salaire ou de son revenu? Est-ce qu'on lui garantit un SMIC? Est-ce qu'on lui garantit encore moins que ça? Donc aujourd'hui, je vous parle d'expérimentations qui sont vraiment, par définition, en mode expérimental. Mais néanmoins, on sent que de nouveaux mécanismes de protection sont en train de voir le jour à l'heure des changements en termes de travail. Et donc, au regard de ces 5 signaux faibles, j'avais 2, mais de manière très modeste, de préconisations, ou plutôt de propositions, qui nous faciliteraient bien la tâche. Pourquoi ? Première préconisation, le fait de documenter en open source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous menez un projet, lorsque vous avez une action déterminée, et ceci vaut que vous soyez un acteur public, que vous soyez un acteur privé, que vous soyez une association, peu importe votre statut, l'idée c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ait l'information très précise et en libre accès de ce que vous avez fait, de la façon dont vous l'avez fait, pour pouvoir le refaire, pour pouvoir le dupliquer. Et c'est très vrai en fait sur des logiques territoriales, où en fait finalement on s'aperçoit en se promenant un petit peu partout en France que la plupart des problèmes ont des solutions à un endroit donné, mais ce qui nous freine un petit peu, c'est notre capacité à dupliquer et notre capacité à passer à l'échelle. Or, au travers de ces mécanismes de documentation open source, on met à disposition des ressources, des savoir-faire, pour que d'autres puissent s'en emparer. C'est ce qu'on a fait, nous, chez WeShare, avec notre événement dont je parlais tout à l'heure, le WeShare Fest, où on a produit un document, où on explique très clairement comment est-ce que vous devez vous y prendre pour monter ce type d'événement, où on détaille notre budget, où on détaille nos partenariats, et on vous donne tout ça gratuitement. C'est quand même un sacré pied de nez au capitalisme, parce que c'est pas exactement le modèle sur lequel on fonctionne de manière générale. Et récemment, c'est rien d'officiel pour le moment, mais on a prévu de travailler avec la mairie de Paris pour que la mairie de Paris puisse aussi mettre à disposition toutes ses productions en open source, afin que chacun puisse y avoir accès et puisse dupliquer les projets qui leur plaisent et qui souhaitent répliquer sur les territoires. Et la philosophie derrière ça, c'est celle que je trouve Benjamin Franklin résume assez bien, c'est que finalement, celui qui allume sa chandelle à la mienne ne me prend pas de lumière. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un certain nombre de ressources, mais sans pour autant amputer la personne qui a partagé avec vous. Et c'est ça, en fait, qui est finalement assez intéressant. Préconisation numéro 2, moi je crois beaucoup à l'hybridation des espaces de travail. Je crois beaucoup à un modèle de territoire où finalement on aurait des personnes employées par La Poste, employées par Vinci, qui travailleraient avec des startups, qui travailleraient avec des associations, qui travailleraient avec un élu local dans un même type de lieu. D'où ma proposition, qui est très sérieuse, venez travailler avec nous dans ce type de lieu. On a aujourd'hui 2 types de lieux, nous, sur Paris. Un premier qui est un espace qui a été conçu par des designers et architectes, qui regroupe à la fois du coworking, c'est-à-dire qu'on partage des espaces de bureau, un Fab Lab, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, un espace de fabrication, et aussi, c'est la petite originalité, et c'est d'ailleurs la cerise sur le gâteau, un Food Lab, où vous avez une cuisine qui est mise à disposition et qui permet à des chefs professionnels ou amateurs de venir cuisiner, ce qui fait que quand vous travaillez dans l'espace de coworking, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter quelque chose plus ou moins bon à McDo ou à Lidl ou ailleurs, et vous avez un bon plat qui vous attend dans la cuisine. Donc ça, c'est un premier type d'espace dans lequel on était auparavant et pour lequel on déménage au profit de ce nouveau lieu que vous voyez à droite. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce lieu ? C'est qu'il correspond peu ou prou à ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que ce lieu-là, c'est une ancienne concession Renault. C'est-à-dire que dans ce lieu, il y avait des voitures et il y avait des gens qui réparaient et qui vendaient des voitures. Renault a décidé de vendre ce lieu dans 1 an et demi. Durant ce laps de temps, ils ont fait le choix de faire appel à un certain nombre de
communautés, d'associations telles que WeShare, mais aussi telles que Noda, telles que Silex, qui est un magazine sur l'innovation sociale, telles que Without Model, qui est un think tank sur les nouvelles formes de business model. Tout un tas d'organisations comme ça, qui vont venir travailler en lien avec les équipes innovation et marketing de Renault, sans objectif très précis initialement, mais pour derrière, comme on peut le supposer, créer de la valeur, créer des projets qui sont parfois complètement inattendus. Puisque nous, on se retrouve, moi c'est absolument pas mon milieu, que d'être entouré de voitures avec tout un tas de prototypes plus ou moins innovants, mais finalement, nous, notre capacité à saisir de manière assez fine les usages aujourd'hui dans la ville avec eux, leur capacité à créer des prototypes, des produits assez performants, donne derrière des projets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est aujourd'hui ce qui, à mon sens, a de la valeur et qui est une piste d'exploration pour des territoires plus résilients, pour des territoires plus performants.